Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence tribune organisée en partenariat avec les relations d'entreprise. Merci Jean-Pierre Letard d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le PDG d'EY France, Luxembourg et Maghreb. Et EY, c'est une entreprise que l'on connaît bien ici à ESCP Europe, puisque vous êtes très impliqué dans la vie de notre école. Vous soutenez son projet académique, mais aussi sa vie associative, dans son financement et dans sa gestion responsable. Mais ce soir, il sera question de votre engagement de dirigeant citoyen et de la nouvelle identité que votre entreprise a choisi de se donner, Building a Better Working World. Donc il sera possible au cours de cette conférence de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ConfLeTartre et on offrira également la possibilité au public d'interagir avec vous avec donc des questions et un échange à la fin de la conférence. Et donc je vais laisser maintenant la parole à Yanis et Marie-Louise pour l'interview. Merci. Monsieur Letard, bonsoir. Je vais juste commencer par vous présenter brièvement et pour compléter un petit peu ce que monsieur Bourneau a pu dire. Vous êtes donc originaire de Lille, diplômé d'un DEA en droit des affaires. Vous êtes aussi expert comptable, commissaire aux comptes. Un certain attrait pour les chiffres qui a été matérialisé par votre entrée en 1985 dans un grand cabinet d'audit, Ernst & Young à l'époque, aujourd'hui EY, dont vous êtes depuis 2008 le PDG France, Luxembourg et Maghreb, rien que ça. Entre-temps, vous avez, chez EY, lancé une aventure en 1986 en créant la filiale lilloise du cabinet EY, avec 3 collaborateurs au départ, 180 aujourd'hui, donc un projet qui s'est bien développé. Vous avez été promu associé en 1990 et vous développez aussi les activités d'EY en région. À titre plus personnel, et c'est surtout ici que je vais compléter les propos de monsieur Bournois, vous êtes très impliqué dans la promotion de l'entrepreneuriat en France, avec plusieurs initiatives, dont le prix de l'entrepreneur de l'année, l'Académie des entrepreneurs, ou encore un ouvrage co-rédigé avec le MEDEF, L'ambition de grandir, parole d'entrepreneur, sur lequel nous aurons sûrement l'occasion de revenir pendant la conférence. J'ajouterai à ça que vous êtes aussi président du pôle France 2020 au MEDEF. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur votre présentation. Oh non, on va passer au sujet plus important. Voilà, donc un petit tour d'horizon rapide. Maintenant, Marie-Louise et moi-même allons vous poser quelques questions sur EY, sur votre fonction, mais aussi sur votre nouveau business purpose, Building a Better Working World. Et je laisse la parole à Marie-Louise pour la première question. Donc, bonjour monsieur et merci d'être aujourd'hui à ESCP Europe. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, vous êtes ici face à un public de jeunes étudiants qui viennent pour la plupart de rentrer en école de commerce il y a 6 mois de cela. Donc, pour commencer, est-ce que vous pourrez rappeler quel est le métier d'un cabinet tel que EY ? Oui, écoutez, d'abord, merci de me recevoir. Ce fameux 11 février, donc d'innovation, hein, journée d'innovation. Donc, EY, c'est un cabinet qu'on définit d'audit et de conseil. Donc, ça veut dire qu'au fond, nous avons 4 métiers. Le métier de l'audit. Le métier de l'audit, c'est pas que la certification des comptes, c'est aussi les métiers de conseil autour de la comptabilité et de la finance. Ça, c'est le métier d'audit. On a le métier juridique et fiscal, conseil juridique, fiscal, avocat. Le métier du conseil en management, organisation, performance. Et le métier de la transaction, qui au fond l'ensemble des compétences nécessaires pour une entreprise quand elle décide d'acheter une entreprise ou quand elle décide d'en vendre. Voilà, c'est ces 4 métiers. Je dis une chose très simple, hein, là, puisque vous m'avez posé une question sur les métiers. Donc aujourd'hui, c'est 810 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. C'est 24 milliards dans le monde. C'est 4500 personnes en France. Et 130 000, je regarde chaque, un peu aux 200, non, 170 000 dans le monde. Et la particularité aussi, enfin la particularité, ça c'est les métiers, et un point important aussi, je voudrais souligner, c'est que c'est une organisation en partnership, c'est-à-dire que c'est un cabinet qui appartient et qui est managé par ses associés. C'est-à-dire qu'on n'est pas une société avec des capitaux risqueurs, des financiers, on n'est pas coté en bourse. C'est une sorte de family business. C'est un petit peu, ça va un peu loin, mais c'est effectivement les associés partout dans le monde qui détiennent
les entités qui fournissent la prestation et qui travaillent sous le logo EY partout dans le monde. Et quelle définition pourriez-vous donner aujourd'hui au public de ce Better Working World dont vous parlez? Building. C'est important le building. Alors, au fond, c'est vrai que quand on parle, quand vous voyez une entreprise avec leur tagline, machin, bon, souvent on dit c'est du market, c'est de la com. Et c'est vrai que c'est un aspect un peu com, market. Je sais pas, vous voyez, je réfléchis à des choses qu'on connaît quand on parle d'entreprises qui vendent d'autres choses. Hein. Et j'ai envie de vous parler de Building a Better Working World, non pas comme uniquement un acte de com. D'abord parce que en France, Building a Better Working World, je suis pas sûr que ça lève les foules en termes de com, si vous voulez, en tant que tel. Et donc, ce qui m'intéresse le plus, c'est de vous expliquer ce qu'il y a derrière. Parce que ce qu'il y a derrière est pour moi quelque chose de très important. Et ça donne, je dirais, du sens à notre action de tous les jours. C'est pas, voilà, le truc, c'est pas l'emballage, hein, Building a Better Working World, c'est du contenu. C'est quelque chose donc qui est la résultante d'un travail de revisite de notre stratégie qui a été lancé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Bon, alors, en général, vous savez, il y a eu un nouveau CEO chairman qui a été élu chez nous au niveau mondial, donc il a lancé des grands travaux de revisite de la stratégie, mais qui était fondé aussi sur quelle réflexion on doit avoir par rapport aux mutations du monde. Toute entreprise aujourd'hui, on est face à un certain nombre de ruptures extrêmement importantes. Alors bien entendu, on va vous parler de la mondialisation, mais c'est pas un vain mot, c'est une réalité. Des entreprises de plus en plus mondiales, de plus en plus complexes. Un basculement économique, comme chacun le sait, du nord vers le sud, de l'ouest vers l'est. Et puis, surtout, une démographie extrêmement forte dans ce monde. On prévoit une croissance forte de la démographie, une élévation du niveau de vie. Quand vous prenez 3 milliards d'habitants avec un niveau de vie de plus, avec un niveau de vie moyen dans les 10-15 ans qui viennent. Et à ça s'ajoutent des ruptures technologiques que vous connaissez bien, qui sont colossales et qui vont amener qui amènent à la revisite de tous les business models de toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Et dont il ne faut pas sous-estimer l'importance qui existe aussi pour une entreprise d'audit et de conseil, où on pourrait penser qu'elle peut être un peu loin des ruptures technologiques, et ce serait une erreur fondamentale. Demain, on peut avoir moncommissaire-aux-comptes.com, par exemple, vous voyez, ou monconsultant.com. Alors, je peux vous expliquer après, si ça vous intéresse, comment je vois ces ruptures technologiques pour nos métiers, mais donc un monde qui change. Et donc, un nouveau chairman, un monde qui change, c'est l'occasion de réfléchir. Et donc, on a lancé une réflexion sur notre stratégie, et on a lancé la vision 2020. Alors, en fait, on dit 20 parce que on fait 2020, mais en fait, même au BDF, alors après au BDF, j'ai fait la vision 2020 de la France, donc je suis un grand spécialiste de 2020. Ça tombe bien parce qu'en 2020, à un moment donné, je serai en retraite. Donc la vision 2020. Et il y a eu un gros travail qui a été fait sur l'évolution de nos métiers, l'évolution de notre attractivité, l'évolution de notre marque, l'évolution de notre mode de management, etc. Et puis, bien évidemment, après tous ces travaux, on a dit, bon, voilà, est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose qui rassemble tout ça et qui donne un sens à tout ça? Et, alors, très honnêtement, j'ai pas beaucoup contribué à la réflexion sur la tagline. Encore un petit peu, il y a eu un groupe de travail où on a donné quelques idées sur les options possibles. Et puis, il y a eu, est sorti le Building a Better Working World, qui a en fait, qu'on a gardé comme ça en France, qui en fin de compte a une signification qui peut avoir une double signification. C'est construire un monde meilleur, construire un monde du travail meilleur. Oui, il y a le double, c'est bon, on met le better. Et en fait,
et derrière ça, on a dit, et on a fait une documentation approfondie d'ailleurs, je ne sais pas si on vous la distribue, sur qu'est-ce qu'on met derrière, et ça on l'a fait en français. On a mis 3 choses importantes. Qui dit qu'effectivement, on est là pour apporter notre pierre, on n'a pas l'intention de changer le monde, hein, apporter notre pierre à un monde qui bouge, vers du plus, vers du mieux. Au fond, notre rôle, c'est d'apporter de la confiance quand on signe des comptes, quand on est commissaire aux comptes, on concourt à ce que les acteurs économiques puissent prendre des décisions sur des comptes qui ont fait l'objet d'un contrôle par quelqu'un d'indépendant, un auditeur, un commissaire aux comptes. Donc on est un élément de la chaîne de confiance, et on est là aussi pour aider les entreprises à être plus performantes, plus efficaces. C'est le rôle du conseil. Et au fin de compte, quand on se dit c'est ça notre utilité, vous savez, c'est l'exemple du tailleur de pierre, je construis un mur, je fais une cathédrale, etc. Au fin de compte, quand vous rentrez chez nous, au fond, votre rôle, le sens où vous allez apporter votre pierre à une entreprise qui donne plus de confiance et plus d'efficacité aux acteurs économiques. On peut se dire, ok, ça sert à quelque chose. Parce que la confiance est un élément clé de notre économie et l'efficacité aussi. Ça, c'est le premier pilier de Building a Better Working World. Deuxième pilier, c'est on recrute des jeunes, vous savez qu'on recrute beaucoup de jeunes diplômés, pour les faire grandir, pour les aider à devenir des leaders. Notre deuxième utilité, à quoi sert EY? Deuxième utilité, faire grandir des leaders. Construire des femmes et des hommes, leur donner, au fond, après leur parcours économique, une expérience professionnelle, une sorte de diplôme d'expérience professionnelle, parce qu'ils ont été chez EY, dans la technique, dans les relations humaines, dans la relation avec les clients, dans la perception, dans le leadership, donc construire des leaders. Et comme je dis, on construit des leaders pour nous, parce qu'un jour, ils pourront devenir associés chez nous, ou pour nos clients. Parce que, comme vous le savez, beaucoup partent aussi dans les entreprises et deviennent. Et donc, ce que je dis toujours aux jeunes qui rentrent, c'est que notre promesse, si vous venez chez nous, c'est de devenir un jour associé d'EY ou cadre dirigeant chez un client. Donc ça, c'est... Et la troisième pilier de Building a Better Working World, c'est dire, notre rôle, il est de s'investir dans la société dans lesquelles nous sommes. C'est-à-dire d'avoir un vrai rôle actif dans l'environnement économique et social de tous les pays dans lesquels nous sommes, de toutes les villes dans lesquelles nous sommes. Et c'est cet engagement sociétal qui n'est pas pour faire beau, qui est un réel, et qu'on fait, vous avez cité l'entrepreneuriat, on le fait notamment dans l'entrepreneuriat, avec le prix d'entrepreneur, et un tas d'autres choses qu'on fait, votre chaire aussi. On le fait dans le domaine de l'éducation, avec pour aider pour les enfants en difficulté, les internats d'excellence, merci, je suis en train de chercher, les internats d'excellence. On le fait dans le domaine de la culture, à la fois auprès de l'Opéra de Paris et dans d'autres domaines. Donc, et puis par l'engagement individuel de chacun de nos associés, de chacun de nos professionnels, où on milite pour que chacun prenne des engagements dans des associations et en fait une existence, que chacun laisse une empreinte dans son environnement. Vous voyez, c'est ça. Et c'est quelque chose qui est cultivé. C'est pas quelque chose qu'on fait pour la com. On a la fondation aussi, la fondation EY, qui est une fondation d'entreprise qui est axée sur la valorisation de l'innovation dans le travail manuel. Quand on parle d'une fondation, on n'a pas fait une fondation pour regrouper tous nos trucs, pour avoir un avantage fiscal, et puis pour faire du business. On a pris exprès une fondation avec un objectif qui est complètement inverse à ce qu'on fait. Si on dit qu'on a une fondation pour valoriser l'innovation dans le travail manuel, c'est à peu près l'inverse de nos prestations qui sont plutôt dans le travail intellectuel. Et voilà, donc on aide des artisans, des artistes à développer leur business. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc c'est quand même quelque chose d'assez nouveau chez nous,
ça transforme notre entreprise, ça en fait un acteur, modestement, c'est vrai, il fait l'honneur de rappeler qu'hier j'ai eu droit à une cérémonie, mais c'est pas pour, c'est pour les engagements d'EY aussi. Je l'ai bien reçu, non pas comme mon nom propre, je l'ai reçu aussi au nom d'EY, c'est parce qu'on reconnaît à EY, et c'est une réalité, d'avoir eu un vrai rôle sur le développement de l'entrepreneuriat en France. On a posé notre pierre, hein. Un vrai rôle sur la reconnaissance du sujet, par exemple, de l'attractivité des investisseurs étrangers. Aujourd'hui, on est l'interlocuteur principal des gouvernements, quels qu'ils soient, sur les questions d'attractivité du territoire. Voilà, on a apporté notre pierre. On n'a pas fait du business, là. On a apporté notre pierre à améliorer notre environnement. Et donc, Building a Better World Together, quelle est la journée type chez EY? Quel est votre quotidien chez EY? Le mien? Oui. Ouf. J'ai pas de journée vraiment type. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, ça démarre quand je suis pas en déplacement, quand je suis ici à Paris. Le premier meeting ou première réunion est genre aux alentours de 8h du matin, si vous voulez savoir les horaires. Et ça se termine souvent par un dîner, un cocktail ou une manifestation diverses et variées. Et ça se termine à 22h, 22h30. Et j'ai pris la décision que je ne respecte pas d'essayer d'être un soir par chez moi par semaine, le mercredi. On est mercredi. Donc ce soir, je peux rentrer. Ouais. Ce soir, je vais respecter grâce à vous. Mais bon. Mais ça, bon. Et qu'est-ce que je fais dans mes journées? C'est une bonne question. J'ai un premier point, enfin, je ne sais pas forcément en donner, mais il y a une première chose, c'est que dans mon rôle, si je prends mon rôle de management de la maison, il y a un rôle important pour moi qui est le management des associés d'EY. Donc il y en a 280 dans notre région. Et donc c'est de voir mes associés. Alors je ne les vois pas tous les jours tous, bien sûr, mais d'être accessible. Et je pense que je peux dire, Jacques pourra confirmer, que quand un associé veut me voir, il appelle mon assistante, il n'a pas rendez-vous dans 3 semaines, quoi. On trouve toujours un créneau, il y a une priorité. Je pense que quand on est responsable d'une partnership, n'importe quel associé, même celui qui n'est pas forcément dans ma core team, peut me voir quand il veut. Et donc je travaille beaucoup sur cette accessibilité, même si ce n'est pas toujours facile, pour échanger. Donc il y a le management de mes associés qui a un rôle important. Bien entendu, il y a le management de l'entreprise, mais avec l'équipe de management qui gère les service lines et tout ce que vous pouvez imaginer dans une entreprise de management. Donc ça, c'est toute la partie management qui quand même me prend beaucoup de temps. J'ai un rôle aussi externe de porter la marque, Building a Better Working World, qui me prend aussi de construire le réseau, la connaissance d'EY, d'être présent dans ce qui fait la vie économique de notre pays et plus particulièrement de Paris. Donc un vrai engagement dans la société, ça me prend aussi du temps. J'ai gardé quelques clients, très peu, mais j'en ai et j'y tiens parce que c'est le contact, même si c'est un peu loin, c'est quand même le contact avec la vraie vie. Mais c'est quand même pour vivre, je sens un peu toujours le contact. Et puis je fais beaucoup d'entretiens avec des clients de mes associés pour voir comment ça se passe, je ne rappelle les gens qui ont des satisfactions, mais des entretiens pour entrer en relation, pour écouter les signaux faibles d'insatisfaction, s'il peut y en avoir, chez les clients. Et puis ce qui permet aussi effectivement de faire un peu de développement, même si on fait. Voilà à peu près. Mais au fond, mes journées, elles sont toujours composées d'un peu de tout ça. En fin de compte, je ne pense pas qu'il y ait des journées où il y a qu'un truc. Elles sont toujours composées, sauf quand je suis à l'étranger pour des réunions de comité de direction européen, etc. Mais elles sont toujours composées de tout ça. J'ai toujours un panel de tout ça dans ma journée. Moi, je voulais rebondir sur ce Better Working World. Est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur la sélection de vos clients? J'entends par là, est-ce qu'à terme ou aujourd'hui, vous allez décider, face à une liste de clients qui sont face à vous, de sélectionner ceux qui respectent au mieux, je dirais, vos critères de ce nouveau Working World? C'est une très bonne question. Bien sûr. En fait, pour la réalité, c'est un très bon sujet parce que
Je pense que c'est quelque chose que nous devrions peut-être plus, quelque chose sur lequel nous devrions travailler. Ceci, ça veut dire que c'est pas systématique. Ceci étant dit, on a quand même un processus d'acceptation de clients qui est quand même relativement strict. Alors, bien entendu, les processus d'acceptation de clients sont notamment sur tout ce qui peut amener à être en conflit d'intérêts avec un de nos clients existants. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ça, on est très rigoureux sur cette question-là, bien évidemment. L'acceptation d'un client passe aussi par tout ce qui est aussi compatible avec nos règles de fonctionnement et nos règles déontologiques. Là aussi, c'est extrêmement surveillé, strict, etc. Et puis après, il peut y avoir des clients avec un risque de réputation. Et il nous est arrivé de refuser des clients à cause de cela. Maintenant, ça, c'est un domaine qui est plus gris, j'allais dire, une zone plus grise, parce qu'il y a aussi le besoin de faire du chiffre d'affaires. Mais il m'est arrivé, quand je réfléchis, de refuser de faire certaines choses, d'accepter certains clients, parce que manifestement, c'était pas un client qui collait avec l'image de notre marque. Bon, on n'a pas été vérifié maintenant, on n'a pas encore fait de scoring de nos clients sur leur capacité de construire un monde meilleur, building a better working world, avant de les accepter. Mais sur tout ce qui est sécurité et risque réputationnel, oui. Pour rebondir sur votre engagement au MEDEF et votre engagement pour la France, vous voulez faire gagner la France en 2020. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu d'où vous vient cet engagement et surtout quel est pour vous le principal pilier pour faire gagner la France? La question aujourd'hui, si on parle de la France, c'est est-ce qu'on laisse les choses aller comme ça ou est-ce qu'on essaye d'inverser la tendance? Je disais, au bout d'un certain temps, en fin de compte, est-ce que on se bat pour la France ou est-ce qu'on se barre? Je suis plutôt du genre combatif. Et il se fait que quand Pierre Gattaz est devenu président du MEDEF, et comme j'avais une histoire relationnelle avec lui et que je connaissais bien et que j'aimais beaucoup, il m'a demandé de monter avec lui sur cet engagement qui est franchement extrêmement, pour lui, extrêmement fort. Et il m'a dit, au fond, il y a quelque chose d'important, c'est qu'on peut demander plein de choses aux gens, qu'il faut faire des réformes, chacun sait que chacun doit faire des efforts, mais c'est compliqué de faire des efforts sans savoir que ça peut permettre d'aboutir à quelque chose qui va aller mieux. Et c'est vrai que difficile de demander à des gens de faire des sacrifices si c'est pas pour un mieux à terme. Et donc il faut reconstruire une vision pour la France. Personne aujourd'hui ne propose une vision pour la France. Or, comment on explique les actions qu'il faut prendre aujourd'hui si c'est pas dans un objectif? Dans une entreprise, il y a toujours une vision qui explique les actions qu'on mène. Enfin, il y a souvent des visions qui expliquent qui éclairent les décisions à court terme. D'autant plus dans les entreprises qui ont quelques difficultés, comme l'est l'entreprise France, les mesures, elles s'expliquent parce que il y a une vision sur possible de la France. Et l'objet de faire gagner la France, ça a été de dire, mais oui, vous savez, c'est possible que la France retrouve de l'emploi, c'est possible que la France retrouve de la croissance, et donc il y a un avenir pour la France. Et donc s'il y a un avenir pour la France, ça veut dire que ça vaut le coup de se bouger aujourd'hui et de changer les choses. C'est ça qu'on fait dans France 2020, donc qui a fait l'objet d'un premier manifeste que vous pouvez récupérer, je pense, sur le site, sur c'est oui, c'est possible de faire gagner la France. Et la France a plein d'atouts. Donc c'était un discours très positif. Alors, on a fait le boulot, on est encore en train de travailler sur un livre qui devrait sortir avant l'été. La question, si vous voulez, c'est que c'est très difficile de passer la barre médiatique sur les sujets positifs. Voilà, je veux dire, vous racontez que ça va mal, vous êtes tous les écrans, mais de dire que demain ça va aller mieux, c'est très compliqué. Et donc il y a un vrai travail de fond, de terrain, pour expliquer que oui, qu'on a des atouts fantastiques pour faire gagner ce pays. Et je fais partie des gens particulièrement convaincus
que la France a un vrai rôle à jouer dans le monde, dans le nouveau monde dans lequel nous sommes. Je pourrais vous donner quelques faits concrets pour appuyer ce que je vous dis. Je pourrais vous dire le positionnement de la France, les infrastructures, tout ce truc-là, vous les connaissez. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on est le seul pays européen, on est le pays européen qui a la plus forte croissance démographique. Et chacun sait que toute économie, tout développement économique, et c'est pas à vous, je vais prendre ça dans cette maison, a toujours comme driver la croissance démographique. Et on est le seul pays européen à avoir cela. Le deuxième élément, c'est que on a des atouts dans des secteurs d'activité de demain, essentiels de demain. L'énergie, on est des leaders dans ce domaine-là. Avec la croissance démographique, c'est un sujet majeur. La croissance démographique pose des questions de l'alimentation, on a des leaders dans ce domaine-là. Okay. Les éléments de rupture et d'évolution technologique vont poser des questions dans le domaine des transports et des infrastructures. On a des entreprises leaders dans ce domaine. Et les questions de santé et du vieillissement, et on a des leaders dans ce domaine-là. Et donc aujourd'hui, on a sur ce territoire les meilleures compétences au monde, ou parmi les meilleures compétences au monde, dans l'énergie, nourrir les gens, leur donner de l'eau, des infrastructures, et je pourrais vous citer d'autres exemples. C'est quand même incroyable. Et en plus, aujourd'hui, on a, dans les domaines du numérique, on a une activité d'innovation qui est extrêmement forte et reconnue. Quand on va à Las Vegas, au salon, on voit que les start-upers français sont hyper bien classés dans les gagnants, etc. Donc, on est sur les sujets d'avenir. C'est quand même, vous imaginez quand vous êtes tête d'une entreprise, que vous êtes justement sur les compétences dont on a besoin, sur les produits dont on a besoin, et vous dites j'ai pas d'avenir. Donc ça vaut le coup de se bouger, hein, parce que recréer une filière énergétique, recréer une filière de l'eau ou une filière sur les infrastructures, c'est compliqué quand on n'en a plus. Baisser la fiscalité, c'est plus facile à faire. Faciliter les conditions de travail ou le coût du travail, c'est plus facile à faire que de recréer une filière énergétique ou une filière d'infrastructure. Donc on a aujourd'hui des atouts. Voilà, bon, on peut en avoir d'autres, on peut parler du niveau d'éducation. On a aussi un atout qu'on ne nous dit jamais. C'est qu'on a un pays, malgré tout, où il y a une sécurité juridique qui est forte. On a tapé sur le dos des notaires ces derniers temps, mais quand même, si vous voulez, il y a des pays, même en Europe, où on ne sait pas à qui appartient les terrains. Nous, on est dans un univers assez protégé en termes de sécurité juridique, ce qui est très important pour un investisseur. Alors je sais, on nous dit qu'il y a une insécurité sur la fiscalité, c'est vrai, elle change tout le temps, et c'est quand même plus important que de savoir si vous avez une sécurité sur vos actes de propriété. Donc, on a un environnement, on a des atouts, mais à côté de ça, on a des tas de choses à changer, et aujourd'hui, il y a urgence. Hein, il y a urgence de les changer, parce qu'on ne peut pas indéfiniment garder ces atouts si on n'enlève pas les multiples barrières, les multiples alourdissements qu'a ce pays, qui ne s'est pas suffisamment réformé dans ces dernières années, qui en fin de compte ne s'est pas réformé depuis 30 ans, notamment, il faut dire les choses, c'est pas une crise, et notamment sa sphère publique, pris de façon large. Et je sais qu'on dit ça à des ministres même de droite, ou des anciens présidents de la République, ils ne comprennent pas quand on dit ça, on a fait des choses. Non, la France ne s'est pas vraiment transformée. Il y a beaucoup de choses qui sont comme avant, qui ne bougent pas, et qui sont liées à des débats quelquefois idéologiques anciens et dépassés. Et donc il y a un gros travail de pédagogie pour expliquer un certain nombre de choses. Justement, vous parlez des problèmes de la France, et ça me fait penser à une phrase que vous avez eue, dites-moi si je me trompe, dans les Échos. L'ascenseur économique qui fait que les TPE deviennent à terme des grands groupes est en panne en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on pourrait remédier finalement à ce problème? Alors, ça c'est un sujet, c'est une des lacunes de la France qui est majeure, qui est l'insuffisance d'entreprises moyennes. Alors, vous avez dû lire des articles sur ce sujet-là. Je vais vous faire un petit
Péché d'orgueil. Vous avez eu la gentillesse de citer le livre sur l'ambition de grandir qui est sorti en 2000, juste avant l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy, donc en 2007, hein, que j'avais fait avec Pierre-Luc Dubéllet, qui était le premier ouvrage qui a dit qu'il y avait moitié moins d'entreprises moyennes en France qu'en Allemagne et en Angleterre. Aujourd'hui, tout le monde le dit. À l'époque, personne ne l'avait vu, parce que bon, pas l'impact médiatique suffisant. Mais en tout cas, on l'avait écrit. Et on avait écrit pourquoi et quelles étaient les mesures qui sont aujourd'hui dans le débat public. Et ça, c'est pour nous fondamentalement une lacune très forte, hein, parce que on a un milieu de structure le milieu de la structure de notre tissu économique qui est atrophié par rapport à ce qu'on devrait avoir entre nos très belles grandes entreprises dont je vous parlais dans des secteurs d'activité, un niveau de création d'entreprise qui est assez dynamique et une insuffisance d'entreprises moyennes. Alors il y a des tas de raisons qui expliquent cela, et je pourrais vous dire, bien entendu, la fiscalité, le droit du travail, les effets de seuil, tout ce que vous entendez habituellement, et qui est vrai, l'ISF, qui a été extrêmement pénalisant pour les entreprises moyennes, et qui, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas une question de fiscalité personnelle, mais bien une question de fiscalité de l'entreprise. Donc, bon, je ne vais pas me détailler dessus, mais c'est un tabou en France, un totem, mais qui est extrêmement pénalisant et qui a tué une bonne partie de notre tissu économique, parce qu'on taxe le patrimoine dans les entreprises, et ça a provoqué des effets extrêmement graves. Donc tout ça, on peut l'expliquer, et tout ça, il faut le changer. Il y a la question du financement aussi, même si beaucoup de choses ont été faites ces dernières années, sur la capacité qu'on a de trouver des moyens de financement pour faire des sauts de taille. Au fond, on trouve de la monnaie pour développer sa boîte, commencer à la construire, etc. Mais quand on a besoin d'un gros paquet pour faire un saut de taille, il en manque. Et on n'a pas forcément les outils pour le faire, même si là, des progrès importants ont été faits ces dernières années. Mais il y a un élément aussi qui est très important et qui est, pour moi, culturel, même si on a un petit peu progressé. Et c'est marrant, c'est qu'on l'avait écrit en 2007, et on l'avait écrit en 2007 parce que quand on avait fait l'étude sur les chiffres, après on avait interrogé des chefs d'entreprise étrangers sur pourquoi la France n'a pas assez d'entreprises moyennes. Et le truc qui ressortait le plus, c'était parce que les Français n'aiment pas les entreprises qui grandissent. Et n'aiment pas les entrepreneurs qui réussissent. Et c'est vrai que on valorise pas tellement l'entrepreneur qui réussit. On valorise le jeune start-upper là, en ce moment, là, sur tous les écrans. Sauf que commence à être un peu plus grand, commence à les critiquer. Donc on aime bien la petite entreprise qui démarre, c'est top, qui reste petite, c'est top. On n'aime pas trop les grandes entreprises à tort. On aime bien, elle devient une petite PME, c'est bien. Mais dès qu'elle commence à être plus grande, on l'aime moins. Et au fond, il y a le concept de ça me suffit pour le chef d'entreprise. Au fond, le gars qui a déjà une belle petite et moyenne entreprise qui fonctionne bien, est-ce que ça lui sert de passer le seuil des 250 personnes ou un peu plus parce qu'il va avoir des contraintes complémentaires? On va pas lui dire super, c'est génial, on va lui dire où il est ton fric, et donc il y a la reconnaissance. Et je pense que dans ce pays, la reconnaissance des entreprises qui grandissent, elle est faible. Alors, le prix d'entrepreneur essaie d'apporter sa pierre chaque année justement à valoriser les entreprises qui grandissent. Mais on voit que c'est pas, ça s'améliore, ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années, mais pas suffisamment. Et donc on a cette réforme culturelle. Vous voyez, est-ce que vous pouvez me citer là un nom de chef d'entreprise qui, de son vivant, qui est toujours vivant, a su créer une boîte de l'origine et qui est devenue une grande entreprise mondiale en France? Pardon? J'ai pas compris. Xavier Niel, oui, il n'est pas encore partie des tops mondiaux, mais Xavier Niel fait partie, mais c'est très récent. Mais là, vraiment un type qui est aujourd'hui un des leaders mondiaux dans son secteur d'activité. Pardon? Non?
Hein. Criteo, oui, mais c'est pas une entreprise. Voilà. Voilà. Pierre Belon, Sodexo. Vous connaissez Pierre Belon, Sodexo? Ouais. Pierre Belon, il a commencé dans un garage, dans un restaurant, et aujourd'hui c'est le leader mondial de la restauration collective. Personne, bon, au milieu des chefs d'entreprise, je le connais bien forcément, mais vous le connaissez. Pourtant, ça devrait être un icône. Je ne sais pas combien, ils doivent avoir 400 000 salariés, il devait en avoir 10. C'est un icône. Personne ne le connaît. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs que son parcours soit enseigné dans les écoles de commerce. Ici même. Pourtant, c'est un de nos chefs d'entreprise qui a créé un leader mondial, comme vous pouvez avoir aux États-Unis, on peut vous citer Apple, on peut vous citer Microsoft, etc. Nous, on a le leader mondial de la restauration collective qui est parti d'un restaurant et qui est toujours vivant. Et pourquoi ça? Pourquoi on ne le fait pas? Voilà. Et donc, pensez-vous qu'aujourd'hui, le MEDEF aurait un rôle à jouer justement pour changer ça? Et plus Il travaille. La question du MEDEF, si vous voulez, c'est qu'il travaille à ça, mais que le MEDEF, il est aussi... Si vous voulez, Pierre Gattaz, c'est un gardien de but. Tous les matins, les gens tirent des buts dans des entreprises. Un coup, on fout la pénibilité, le lendemain, une taxe ci, une taxe là. Donc, de toute façon, quand vous êtes à la tête d'une organisation comme celle-là, vous devez essayer d'éviter tous les buts qu'on essaie de vous marquer pour pénaliser un peu plus le développement des entreprises. Donc déjà, il faut se battre contre ça. Et la créativité de règles sociales et fiscales dans ce pays, c'est un sport. Hein. Et on est champion du monde. Ce matin, justement, j'avais un rendez-vous avec lui et puis un de nos spécialistes fiscaux bien connus de chez nous, et qui était avant dans l'administration. Vous savez combien, il me disait ça, dans le code fiscal, qui fait déjà un énorme volume, quel est le pourcentage d'articles du code fiscal qui changent, pas nouveau, qui changent chaque année? 20%. C'est-à-dire que 20% des articles fiscaux qui changent chaque année. C'est que la loi de finances de chaque année, elle sort fin août, elle travaille pendant l'été, etc. Il y a 15 jours pour en discuter avec les partenaires sociaux. Donc il n'y a aucune visibilité, il n'y a aucune permanence, il n'y a aucune réflexion qui pourrait amener à un consensus. C'est la fiscalité événementielle. Un matin, on se réveille, on passe devant une télé, on dit tiens, j'ai une super idée, on va faire la taxe à 75%. Personne n'en avait parlé. Personne n'avait travaillé. Personne n'avait mesuré les conséquences. Il y a un an, on dit tiens, on va taxer le BE. Personne n'en avait parlé. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de frénésie d'innovation fiscale en permanence sans aucune structure. Or, on devrait avoir des règles stables qui ont été travaillées, discutées, acceptées, dont on connaît l'application et qui assurent cette sécurité fiscale. Bon. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous dis tout ça, mais oui, pour vous dire que le MEDEF, donc, il doit se battre contre ça et se battre contre toute l'innovation en matière sociale. Et donc, d'aller porter le discours positif, d'aller porter le discours d'entreprise, il faut, c'est pour ça qu'on essaye de faire ce mouvement sur la France 2020, mais il faut véritablement le travailler fortement parce que c'est difficilement audible quand vous avez tous les jours à vous protéger sur... Et sur ce rôle du MEDEF, moi, je vois que ce soir vous êtes ici à l'ESCP Europe et vous avez eu différents discours justement sur l'Europe et le rôle qu'elle pourrait jouer. Et arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que vous avez affirmé que la France avait besoin justement de ses leaders, de davantage de grands groupes pour rivaliser dans ce contexte de mondialisation. Et justement, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à changer, pourquoi pas même sur le plan juridique, c'est votre spécialité, en Europe, pour faciliter justement la création de ces grands groupes en profitant, je dirais, du bassin européen pour créer ces grands groupes? Alors, là, il y a un sujet extrêmement important qui est de dire la France a besoin de l'Europe. Je veux dire, sinon on n'existe plus, donc si on veut exister sur le terrain mondial, on a besoin de l'Europe. Mais il faut que l'Europe, elle se rende compte qu'elle est en concurrence avec d'autres continents et que son job n'est pas que de régler la concurrence ou les règles à l'intérieur de l'Europe, c'est aussi de faire émerger des leaders européens
pour aller se battre sur le terrain mondial. Et l'Europe, jusqu'à ces derniers temps, a une politique quand même très axée sur la libre concurrence à l'intérieur de l'Europe, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais uniquement au début des parfums, et d'avoir, jusqu'à ces derniers temps, puisque ça a changé, une politique monétaire qui était uniquement concentrée sur le fait qu'il n'y ait pas d'inflation. Bon, au bout d'un certain temps, il y a des totems qui ne s'appliquent plus. Alors, sur l'inflation, je pense que Draghi a compris. Sur la concurrence, je ne suis pas certain que l'Europe, sauf quelques exceptions tout à fait notables, ait vraiment engagé une politique de se dire comment je fais émerger des grands acteurs européens qui peuvent se battre au niveau mondial. Et pour ça, elle a des outils. Elle n'a pas que des réflexions stratégiques dans la politique industrielle. Elle a notamment un outil important qui est la norme. Et je puis vous dire que les normes concoctées par les Américains ou par les Chinois, elles sont bien dans le sens de comment je peux faire grandir mes entreprises pour qu'elles aillent se battre avec les concurrents européens ou américains ou chinois. Et donc il faut qu'on ait cette volonté et l'absence de naïveté dans notre concurrence mondiale. Et donc on a besoin d'un commerce mondial, mais on a besoin d'avoir une Europe qui a une régulation dont l'objectif est de construire des grands leaders européens qui ont une capacité de se battre mondialement. Sur ces belles paroles, je crois que c'est le moment de passer aux questions du public. Levez la main et Laure et Léa vont venir vous voir avec le micro. Bonjour monsieur, je suis là. Ma question porte sur le ministre de l'économie Emmanuel Macron et sur sa loi. Est-ce que vous pensez que, première question, est-ce que vous pensez que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à ce ministère, est-ce que vous pensez qu'un nouvel esprit a été insufflé par rapport à ce que vous avez dit, notamment sur la fiscalité, l'entrepreneuriat et le monde dans l'entreprise? Et deuxième question, plus classique, qu'est-ce que vous avez pensé de la loi Macron? Merci. Sur le changement de discours du président de la République depuis les vœux pas cette année, mais l'année dernière, et son discours du mois de janvier, suivi par la nomination de Valls, et puis après celle d'Emmanuel Macron, on a vraiment un changement de discours. Et c'est très positif. Le discours tout simple de dire que c'est les entreprises qui créent des emplois, au fond, la gauche, elle ne l'avait pas dit souvent. Donc là, elle a fait vraiment sa révolution culturelle, et le président actuel, comme Valls, comme Macron, sont porteurs de ça, et c'est plutôt, ça c'est un signe très positif pour notre pays. Après, la question, c'est la capacité de mise en œuvre. La capacité qu'ils ont de faire passer ce qu'ils pensent être bon. Ce qui m'amène à votre question sur Macron. Moi, je trouve que certains critiquent que c'est un catalogue. Moi, je trouve que c'est pas mal de faire un catalogue de tous les petits cailloux qui gênent le développement économique, et puis de faire une loi fourre-tout dans laquelle vous enlevez tous les petits cailloux, ou les gros, quelquefois. C'est très bien. La seule question, c'est que mon jugement définitif sur Macron, je le ferai quand je connaîtrai vraiment la loi. Parce que les débats parlementaires sont tellement dans tous les sens. Il y a tellement de reculades, d'un coup je me suis trompé, il ne faut pas que je fasse comme ça, etc. On prendra le jugement quand on aura le texte. L'intention est bonne, le projet de texte avait des choses très intéressantes dedans. Voilà, donc maintenant, si on a un truc complètement dégradé, ce ne sera pas bien, d'autant que si vous voulez, la vraie question aujourd'hui, elle est au fond, chacun sait ce qu'il faut faire. On sait à peu près ce qu'il faut faire. Pas très compliqué. La question, c'est de la mettre en œuvre et la rapidité avec laquelle on va le mettre en œuvre. Et moi, mon inquiétude, elle est plutôt sur notre capacité à mettre en œuvre suffisamment tôt les mesures nécessaires. Parce que la France est en concurrence mondiale. Les autres, ils bougent. Ils n'attendent pas qu'on se réforme pour bouger. Ils bougent. Ils font des choses. Ils attirent des talents. Ils attirent des investissements.
Et le monde bouge vite. Et donc nous, j'ai peur qu'on bouge pas. On est déjà un peu en retard sur un certain nombre de réformes structurelles, mais si on va pas vite et fort, on a un vrai risque de décrochage. Et si la France décroche, là on commence à décrocher, mais si elle décroche fortement, là ce sera plus dur de rebondir. Donc moi je pense que très bien, mais déjà on amoindrit la loi Macron dans le débat parlementaire, et je pense que déjà il faut aller plus loin. Donc moi j'insiste à aller plus vite et plus fort, et donc d'appliquer ce qu'ils disent. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous parlez de concurrence, donc justement, on parle souvent des Big Four. Ouais. En quoi êtes-vous différent des trois autres parmi les Big Four? Merci. C'est toujours une question un peu délicate, bien évidemment, puisque on dit toujours les Big Four, c'est quoi? Vous êtes tous pareils. Ils sont d'appellation de marque. Big Four, d'ailleurs, qui est d'ailleurs quelque chose de toujours très difficile à expliquer ou dire, voilà, au fond, Big Four est presque une marque, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est tous les mêmes. Bon. Et donc, et le deuxième point, pourquoi c'est dur à répondre à votre question, c'est que tout ce que je vais vous dire est vu de ma fenêtre. Hein. Donc, vu de ma fenêtre, c'est forcément subjectif. Et donc, j'assume cette subjectivité. Moi, je pense que ce qui nous différencie, c'est un certain nombre de... Alors, en plus, après, je pourrais faire des différenciations qui sont plus mondiales, et puis celles qui sont plus, parce qu'on n'est pas tous pareils, et donc on dépasse dans des niveaux de concurrence relative équivalents dans tous les pays. J'ai envie de dire deux, trois choses, un peu globales. D'abord, je pense que clairement, on a lancé ce Building a Better Working World, et franchement, alors vous pouvez me dire, ça peut être, vous allez peut-être me dire que là je fais du bullshit de communication, mais je pense que effectivement la façon dont on le vit est différente, crée une différence, et que ce niveau d'une firme engagée est pour moi quelque chose de différenciant. La deuxième chose que je tiens à vous dire, c'est que on a une vision stratégique sur l'évolution de nos métiers qui est non pas une course à la taille, mais une course à la valeur ajoutée. C'est-à-dire que le plus important pour nous, c'est notre marque. Quand il y a eu la crise en 2008, 2009, avec Lehman, etc., bon, on a quand même un petit peu dégusté, là, comme tout le monde, j'avais dit à mes associés, le plus important, c'est surtout de ne pas dégrader la marque. Et donc de maintenir une marque. Et ça veut dire quoi? Maintenir une marque de valeur ajoutée, ça veut dire de continuer à recruter des profils de très bon niveau. Si vous dégradez le recrutement, pour des raisons de compétitivité, à terme, vous abaissez la valeur ajoutée, et ça prend 10 ans, et à terme, vous baissez le niveau de la marque. Donc cet attachement à une marque a forte valeur ajoutée. Si j'étais sur le plan français, si je me mets sur le plan français, je vous dirais que, bon, allez, on peut se le dire, hein, on est le cabinet de référence en audit, puisqu'on a le plus grand nombre de sociétés cotées, et on a plutôt augmenté le nombre par rapport à nos concurrents, donc on va renforcer notre place de premier, qu'on a le plus gros cabinet d'avocats, et avec la meilleure réputation aussi parmi les Big Four, qu'on a une activité de transaction qui fait jeu égal avec Price, et qu'on est sur une activité de conseil qu'on est en train de renouveler, et sur lequel on investit beaucoup, et je vous promets que d'ici 1 ou 2 ans, on aura la meilleure aussi activité de conseil des comparés aux Big en France. Donc on a, selon les enquêtes dans les écoles, ce qui est un élément extrêmement important, on sort largement comme le Big Four préféré des étudiants. Je ne sais pas que c'est le cas aussi ici, quand on fait l'analyse, mais j'ai une vision globale, toute école. Et on est sorti cette année dans l'Universum, 2e, c'est ça, ou 3e, 2e, tout secteur confondu, derrière Google, je crois, c'est ça, peut-être, j'ai un trou de mémoire, c'est ça.
Donc si vous voulez, d'être la deuxième en France, hein, je parle, d'être la deuxième entreprise préférée des étudiants, tous secteurs confondus, quand on a du Google, du LVMH, du L'Oréal, etc., c'est pas si mal. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, on est deuxième aussi dans le monde. Voilà quelques éléments de différenciation. Après, si vous voulez, nous, notre marque, elle se différencie aussi par les femmes et les hommes. Par contre, vous savez, le client, quand il achète, il va regarder, il va voir EY, Price, il va dire, bon, je vais regarder, mais c'est qui, voilà. Et donc, la qualité des hommes et des femmes, leur qualité relationnelle, technique, bien sûr. Mais je dirais quand même, les cadres sont des cabinets qui ont un niveau technique qui est bon, globalement. Hein, je ne vais pas commencer à critiquer, mais après, c'est leur qualité d'engagement, leur qualité de leur réactivité, leur proactivité. Et donc, cette espèce de culture de la proximité du client. Et je pense qu'on a, pour des raisons d'ailleurs qui ne datent pas de quelques années, mais pour des raisons de plusieurs années, on a une très très belle équipe, EY en France, et qui est reconnue comme telle. Qui est reconnue comme telle sur le marché, qui est comme telle sur les clients. Et franchement, je pourrais vous sortir des enquêtes de satisfaction client qui nous positionne premier, qui nous positionne premier en tax and law. En conseil, c'est plus variable. Et en transaction co avec Price, c'est des vraies enquêtes, c'est pas nous, voilà. Donc effectivement, j'ai tendance à dire qu'on est la firme de référence en France, mais bien évidemment, si mon copain de Price était là, il vous dirait la même chose. Ou Deloitte, parce qu'il vous dirait par exemple Deloitte, il vous dirait qu'il a le plus gros chiffre d'affaires, c'est vrai. Il doit faire 50 millions, 100 millions de plus que nous en France, mais dans son chiffre d'affaires, il a 350 millions de tenues de comptabilité sous une marque in extenso, et nous on fait zéro de chiffre d'affaires, enfin on fait 20 ou 30 millions dans cette activité-là. Donc la comparaison n'est pas bonne. Voilà, c'est tout. Et ici, à l'impossibilité, je vous dirais. La comparaison. Bah oui, c'est évident, il faut comparer à métier comparable. Donc voilà, donc je vous conseille de venir chez nous. Et vous savez, l'indicateur, alors Trendus, Universum, qu'est-ce qu'il y a d'autre, et Galileo, c'est des choses qu'on regarde vraiment de près, parce que nous pensons que notre marque, elle doit être reconnue, j'allais dire dans notre sourcing, voilà, ici on est dans le sourcing, comme chez nos clients. Et c'est d'ailleurs dans nos indicateurs de gestion de la boîte, hein, de suivi des performances de EY dans chacun des pays, il y a des classements, notamment Universum, qui est un élément de la performance. Bonsoir. Moi, je voulais savoir si vous aviez en fait des enquêtes de satisfaction de vos salariés. Et une autre question qui n'a pas forcément de rapport, mais c'est quoi l'avenir d'EY? Et une dernière question. La deuxième, c'est quoi l'avenir? Ouais, d'EY en termes de développement géographique ou stratégique, ou toucher à d'autres domaines. Et enfin, est-ce que vous avez des points faibles? Parce que vous nous avez présenté pas mal de points forts. Du coup, pourquoi est-ce qu'il y a des faiblesses finalement? Alors, je vais pouvoir répondre à la première et à la troisième en même temps. Quand vous dites, votre première question était sur la gestion des enquêtes salariées, donc la gestion des ressources humaines. On fait des people survey enfin on fait on fait un vrai people survey tous les 2 ans et puis un plus simple chaque année. Et donc cette année, on va faire un people survey biannuel là au mois de mai, ce qu'on fait dans tous les pays du monde. Et c'est quelque chose qu'on regarde de près, auquel on est très attaché. Alors, quand vous comparez les pays, les résultats de People Survey entre pays, il y a quand même des différences culturelles. N'importe quel sondeur vous dit qu'il y a 10 à 12 points d'écart de taux de satisfaction quand vous interrogez un Français versus un Anglais ou un Américain qui ont un positivisme plus marqué que l'esprit critique et constructif de notre pays. Donc moi, ce qui m'intéresse, parce qu'il y a le biais culturel, c'est plutôt l'évolution. On a connu 2008, on avait un People Survey qui était franchement dégueulasse, notamment par la mesure du taux d'engagement.
qui est un composite de différentes questions qui vous sont posées. Et on a beaucoup progressé sur les années qui ont suivi. Le dernier People Survey, qui était donc en 2013, avait marqué une stagnation par rapport à 2011. Donc on a commencé à s'inquiéter. Et donc, on va voir ensuite 2015, si les actions qui ont été prises ont permis d'améliorer la satisfaction en fait au travail globalement. Ceci étant dit, on est une entreprise au fond beaucoup de jeunes avec une certaine autonomie dans le mode de fonctionnement, mais avec une charge de travail assez élevée, et donc les questions de life balance, ces questions d'équilibre de vie sont des questions qui sont beaucoup remontées, et aussi les conséquences de ça qui sont ma reconnaissance par rapport à mon engagement et surtout relatif aux autres. Et quand tout le monde est beaucoup engagé, il faut expliquer pourquoi il peut y avoir des variations en termes de rémunération et de progression. Et donc c'est un sujet qui n'est pas simple. Donc on travaille sur ces sujets-là pour essayer d'améliorer la qualité de vie par un tas de sujets divers et variés, d'actions de proximité, parce que c'est surtout des questions de proximité, de management de proximité. Mais, c'est un point de votre troisième question, on est une maison où il y a des souffrances. Il n'y a pas que des souffrances, mais on est une maison aussi où de temps en temps ça peut souffrir. Mais il ne faut pas grand-chose pour que ça change. Et vous voyez, j'avais une réunion dans un bureau à Lyon cette semaine et j'avais une question sur la charge de travail, etc. Et je dis, c'est sûr qu'on doit organiser mieux les plannings pour équilibrer la charge de travail, etc. Mais, en fin de compte, je pense aussi qu'il y a beaucoup de questions de comportement de nos managers et de nos associés vis-à-vis des jeunes qui rentrent, qui peuvent trouver. Parce que, bon, vous savez bien quand vous rentrez avec un milieu deal que vous pouvez avoir des coups de bourre et que de temps en temps, un soir, on va vous faire travailler tard pendant quelques temps d'ailleurs, parce que c'est une période chaude. Mais si vous avez un management souriant, qui sait discuter avec vous, qui est ouvert, qui sait de temps en temps, bon, allez, on va aller boire un pot, enfin, qui crée de la convivialité, de l'empathie, qui sait aussi vous expliquer pourquoi vous faites ça, et quel est l'enjeu. Je veux dire, j'espère penser, si vous voulez, que notamment des jeunes diplômés comme vous, bon, ils sont prêts à donner un coup de bourre, enfin, un coup de collier, excusez-moi, parce que on les a motivés ils sont dans un environnement qui facilite. Mais s'ils ont un management au quotidien sur le dossier qui est toujours stressé, qui tire la gueule, qui ne fait que rajouter du stress au stress, eh ben ça devient insupportable. Bon, voilà. Donc ça existe. C'est pas toujours comme ça. Je voudrais surtout pas noircir le tableau, puisqu'on a quand même un taux d'engagement qui est fort dans notre maison. Mais je pense qu'on a simplement des comportements au quotidien qui peuvent changer beaucoup les choses par rapport à la charge de travail. Ceci dit, on travaille sur l'équilibre travail, vie personnelle, vie professionnelle, avec des outils comme le travail à domicile qu'on a lancé et qu'on veut développer, une meilleure gestion du planning, etc. Mais c'est un sujet vraiment qu'on suit de près, parce que ça a des conséquences pour nous sur le niveau de satisfaction, d'engagement, et puis de rétention aussi, bien évidemment. Donc ça, c'était votre question sur le People Survey. Donc oui, on suit fortement. Votre deuxième question, elle était sur l'avenir. Franchement, l'avenir, on a un plan. Au niveau mondial, on est à 23 milliards, on veut passer à 50 milliards en 2020. Vous voyez, c'est simple. Et nous, sur la partie française, on veut faire aux alentours de 5% de croissance par an, ce qui est énorme dans un pays mature où on a une position dominante. Et sans inflation. Je rappelle que quand vous faites 5% de croissance aujourd'hui, c'est l'équivalent de 7 à 8 il y a quelques années, quand il y avait 2-3% d'inflation. 1 point de croissance sans inflation, c'est très important. C'est l'équivalent de 4 points il y a 3 ou 4 ans. Je ne vais jamais oublier ça. Donc effectivement, on a une forte ambition de développement de nos métiers, de tous nos métiers, et une ambition de croissance. On des entreprises comme les nôtres vivent avec la croissance. Et il y a de possibilités d'évolution d'ailleurs que si nos entreprises sont en croissance, et on a des capacités de croissance même avec la position de leader que nous avons.
Sur les choses à améliorer, il y en a plein. Il y en a plein. Je pense que les comportements managériaux, c'est des choses qu'on peut vraiment améliorer, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur mon grand discours sur l'empathie. Je vais retrouver des associés empathiques, pas parce que dehors il fait froid qu'on doit tirer la gueule à l'intérieur. Voilà. Ça ne sert à rien, parce que vous n'engagez pas le dialogue, si vous êtes toujours à la mine triste. Donc l'empathie, c'est une valeur managériale qui me semble essentielle. Ça ne veut pas dire la faiblesse, hein, l'empathie, hein, ou le manque d'exigence. Hein. Ça veut simplement dire que vous êtes dans une situation d'ouverture au dialogue pour échanger et discuter. Vous n'êtes pas fermé. Donc l'empathie, c'est quelque chose qu'on peut faire mieux. Maintenant, franchement, j'ai pas de mesure pour répondre à votre question avec nos compétiteurs. J'ai envie de dire, je pense pas qu'on soit moins empathique que les autres. Je pense qu'on a même plutôt un climat plus empathique que chez les autres. Mais ça, c'est complètement subjectif. Le deuxième point, on a un sujet d'équilibre homme-femme, donc le gender diversity. On a 20% d'associés femmes, c'est pas assez. Donc on doit pousser ces questions-là, on doit promouvoir plus de femmes. C'est un vrai sujet. C'est pas un sujet pour faire bien, pour cocher une case dans les enquêtes RSE ou autres. C'est parce que c'est simple, je vais vous dire, c'est très simple. On va avoir de plus en plus de clients qui seront des femmes. Si on n'a que des mecs à proposer, on va avoir déjà un avantage compétitif par rapport à un concurrent qui pourra proposer et aussi une femme. Donc on a besoin de plus de femmes et de plus de femmes qui restent. Parce qu'au fond, en recrutement, on est à peu près équilibré, hein, je pense, Jacques, entre hommes et femmes. Mais au fond, les femmes partent plus que les hommes pour des tas de raisons, notamment les raisons d'équilibre vie personnelle, vie familiale, notamment pour des raisons liées aussi à l'évolution de la maternité et de la famille. Et on n'organise pas assez, on a mis en place des mesures, mais je trouve qu'on va pas assez vite, on va pas assez loin sur le fait qu'on doit garder des femmes avec nous pour qu'elles deviennent associées et qu'elles décident de faire carrière chez nous. Oui, je pense à ces deux sujets-là. Au fond, ces deux sujets, le comportement managérial et la diversité en termes de genre, c'est peut-être les deux sujets sur lesquels on doit travailler le plus. Et encore une fois, je pense qu'on est aussi bien, peut-être mieux que ton concurrent sur ces deux aspects-là. Mais je pense que pour la firme, je m'en fous des concurrents, pour la firme demain, c'est les sujets sur lesquels on doit travailler le plus. Si vous voulez bien, on va passer sur une phase de questions sur le processus de recrutement et sur les entretiens. Si M. Pires veut nous rejoindre. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous indiquer quels seraient, je dirais, les grands faux pas à ne pas faire en entretien chez EY? Les grands faux pas, il n'y en a pas vraiment parce que chez EY, on ne cherche vraiment pas à recruter des profils types. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rencontrer des personnalités. C'est de rencontrer des gens qui ont tout un tas de richesses intérieures et qui sont pluriels. On a besoin de talents pluriels. On a besoin de gens multiples pour constituer ces équipes qui participent à notre job. Donc, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est d'être vous-même et de révéler ce que vous avez au fond de vous, ce que vous avez envie de vivre. Je vous dirais certainement pas d'être profilé de telle ou telle façon, parce que si les recruteurs sont bons, et j'espère qu'ils le sont, ils décoderont qu'il y a quelque chose de pas vraisemblable dans le discours au bout d'un moment. Donc vous avez fait une très belle école, vous avez démontré plein de choses, vous êtes engagé à fond dans vos études, vous vous engagez à l'école dans tout un tas d'associations, de projets, dans l'école ou ailleurs d'ailleurs, peu importe. Tout ce que vous avez vécu est riche, et donc révélez-le, révélez qui vous êtes. Et nous, on n'a pas du tout de présupposés là-dessus, de jugement de valeur. On va juste essayer de comprendre à travers tout ce que vous avez vécu, ce qui a été intéressant, ce que vous avez pu révéler comme qualité. Et c'est ça surtout le sujet essentiel. Tout à l'heure, M. Le Tartre insistait sur, je dirais, l'importance du rôle du leader et de cette âme un petit peu de leader. Est-ce que ce ne serait pas risqué dans un entretien finalement de mettre en avant ce caractère leader et de paraître finalement pour quelqu'un davantage hautain que vraiment déterminé?
Non, des leaders, des gens qui sont naturellement leaders, qui se présentent comme tels, il n'y a pas de difficulté. Si vous ne l'êtes pas, ou si vous ne l'êtes pas encore, ou si vous êtes encore un peu timide, si finalement il n'y a pas eu tant de faits marquants dans votre vie, dans vos projets qui méritent d'être présentés, mais ce n'est pas un problème, vous avez bien d'autres qualités que vous pouvez mettre en avant. Donc, encore une fois, essayez pas de correspondre à une espèce d'archétype de ce que serait l'auditeur caricatural qui serait pas tout à fait vous, parce que ça sert à rien de mentir. Enfin, au bout d'un moment, on finit par s'en rendre compte à force de voir des jeunes. Donc, encore une fois, soyez vous-même, ayez confiance en vous-même, et c'est l'essentiel. Je voudrais pas vous faire un cours sur le leadership, mais le leader d'aujourd'hui, c'est pas celui d'hier. Et il y a une qualité très importante chez le leader d'aujourd'hui, c'est sa capacité d'écoute et d'adaptation. Je pense qu'un élément important du leader, c'est le gars qui se connaît et qui connaît ses fragilités. Non pas ses faiblesses, ses fragilités. Parce que ça le met en situation d'écoute et d'adaptation. Quand dans un monde complexe, qui change tout le temps, si vous avez des gens qui sont empreints de certitude et presque arrogants, ils vous mettent la boîte dans le mur. Parce que vous êtes aveugle quand vous êtes arrogant et plein de certitude. Et justement, vous parlez d'adaptation. Quelles sont les perspectives de développement à l'international qu'on a en rejoignant EY ? Elles sont multiples. Déjà, nos clients, enfin, Jean-Pierre a expliqué tout à l'heure qu'on avait la chance d'avoir beaucoup de très gros clients, de clients prestigieux. Nos belles entreprises françaises sont souvent des leaders à l'international. Et donc, en nous accompagnant tel ou tel client, nous accompagnons ces projets en France, bien sûr, mais aussi tous ces projets à l'étranger. Donc, ça veut dire que les équipes sont en contact avec des équipes à l'étranger ou vont à l'étranger pour suivre un projet de cession, un projet d'acquisition, un projet de cotation. Donc, participent à cette animation globale. Donc, ça, c'est le premier niveau, je dirais. Et puis après, les uns les autres ont des envies de parcours qui s'enrichissent d'un moment à l'étranger, à un certain moment dans leur carrière. Et ça, c'est quelque chose que l'on traite de manière très régulière pour faire en sorte que pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, un tel qui a envie de vivre en Australie, en Chine ou aux États-Unis puisse vivre cette expérience. Et c'est extrêmement précieux pour nous parce que ces clients internationaux que nous avons, ils voient aussi de manière très favorable le fait d'avoir des gens qui soient multiculturels en face d'eux, qui aient vécu aussi d'autres référentiels et d'autres pratiques que ce qui peut se vivre en France. Et pour nous, c'est extrêmement important. Justement, sur ce sujet-là, est-ce qu'on a autant de chances finalement d'être pris chez EY en postulant dans un cabinet à Paris ou en postulant directement à l'étranger, en étant français ? Les chances sont... C'est vrai que le système universitaire français est un peu particulier et sa reconnaissance à l'étranger, enfin la reconnaissance à l'étranger d'écoles telles que le SCP est peut-être moins forte qu'en France. Donc c'est clair que pour nous, quelqu'un qui a fait le SCP, surtout moi qui l'ai fait aussi il y a quelques temps, ça me parle beaucoup, mais quelqu'un qui a fait le SCP, c'est forcément extrêmement attractif pour nous en France. Mais je peux vous dire que dans beaucoup de pays, et notamment les gros pays où EY est très présent, et notamment en Angleterre, aux États-Unis et en Australie, dont je parlais tout à l'heure, c'est clair que des superbes formations françaises, elles sont très reconnues. Je peux vous dire que quand on essaye de placer à l'étranger des jeunes qui nous ont dit, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, qu'ils avaient envie de vivre un petit moment à l'étranger, la marque EY France est très reconnue et il y a une appétence extrêmement forte. Alors, est-ce qu'il y a une appétence plus forte pour le ECP que pour d'autres écoles ? C'est pas tout à fait sûr parce que la connaissance de ces écoles n'est pas tout à fait aussi intime à l'étranger qu'elle ne l'est en France. Mais le pédigré EY France est un passeport bien reconnu et extrêmement précis. Je reviens juste une dernière fois sur la première question. Finalement, vous m'avez dit qu'il n'y a pas vraiment de faux pas, mais vous avez fait passer des entretiens, j'imagine ? Ah oui, j'en fais passer à peu près toutes les semaines. Vous n'avez pas l'exemple, je dirais, d'éléments qui ont pu être mentionnés par les étudiants et qui, pour vous, ont été finalement rédhibitoires ? Non, franchement, je reviens sur cette histoire de personnalité. Enfin, soyez vous-même, soyez pas stressé, soyez vous-même, révélez qui vous êtes. Et moi, c'est franchement ce que je cherche.
ma seule question, c'est de me dire, est-ce que cette personne que j'ai en face de moi, j'ai envie de l'avoir dans mes équipes ou non? Et pas la question, c'est pas est-ce qu'il joue un super rôle et là il a fait un sketch magnifique et c'est parfait, j'en veux. C'est pas ça qui m'intéresse. Après, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut bien sûr manifester. Donc il faut quand même manifester un intérêt et une connaissance de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'il faut quand même être crédible dans son engagement, je dirais. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient en parfait touriste chez nous, en sachant pas du tout quels sont nos métiers, en quoi consistent nos différents métiers, c'est sûr qu'il paraît pas très crédible dans son engagement. Donc soyez aussi sincère par rapport à votre démarche. Travailler chez nous, ça ne présente pas un certain nombre d'avantages. C'est un passeport assez utile pour tout un tas de choses par la suite. C'est une rémunération qui est intéressante, ça permet beaucoup de choses. Mais soyez aussi authentique par rapport à votre démarche. C'est-à-dire, est-ce que rejoindre les différents métiers que propose EY, c'est vraiment cohérent par rapport à ce que vous souhaitez? Donc le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est avant de venir nous voir, réfléchissez un peu à votre acte et essayez d'être authentique dans votre démarche. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on va déceler aussi. Assez vite, on va se rendre compte si quelqu'un est venu parce que c'est surtout peut-être papa et maman qui lui ont dit écoute, ce serait super que tu ailles chez EY, mais qu'au fond, ça, c'est pas vraiment une vraie motivation du jeune. Enfin, c'est juste un exemple. Quelqu'un qui est venu parce que pas mal de copains de promo ou de copines de promo sont venus, mais que finalement, il ne sait pas trop. Ça on le décèle assez vite et ça peut être rédhibitoire si on sent que franchement on n'a aucune chance que la personne qui nous rejoigne soit véritablement engagée chez nous. Et l'engagement, Jean-Pierre en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose d'important. L'excellence universitaire, votre capacité à vous adapter, votre plasticité intellectuelle, c'est bien sûr des critères importants, mais ça vous l'avez déjà démontré. Mais pour prospérer chez nous, il faut manifester de l'engagement. Et cet engagement, est-ce que ça pourrait être potentiellement un engagement à court terme? C'est-à-dire, est-ce que ça pourrait être possible, ou je dirais acceptable, que quelqu'un vienne vous voir en vous disant que EY serait plutôt une étape, et comme disait tout à l'heure M. Letartre, il y a la promesse de rester, ou finalement d'être travailler pour un client par exemple? Est-ce que quelqu'un en entretien peut vous dire que son objectif c'est de voir EY comme un tremplin et non pas vraiment, je dirais, la source d'un engagement à long terme? Ouais, moi je dirais même presque l'inverse. Enfin, moi quand j'ai commencé, je ne me voyais pas rester plus de 2 ans. Enfin, ça me semblait juste binaire de me projeter plus longtemps. Donc quelqu'un qui viendrait me voir en ayant la certitude qu'il veut passer associé, je trouverais ça presque inquiétant parce que il a tellement de choses à découvrir, il sait tellement pas encore tout ce qu'il pourra faire, la richesse de tous les métiers qu'il pourra pratiquer, mais aussi tous les éléments qu'il faut intégrer, certaines contraintes aussi, que ça me semble pas complètement raisonnable d'avoir une projection ad vitam aeternam chez nous, en tout cas pendant toute sa carrière professionnelle. Il faut se laisser séduire, se laisser embarquer par tout un tas d'aventures, de rencontres, d'équipes, de richesses, de clients, de plaisir à animer des équipes. Et ça se décrète pas. Et dans des amphis comme ceci ou dans les différentes classes d'école, on ressent pas ce qu'est la pratique du métier. Il faut quand même l'éprouver. Donc moi je trouve assez naturel que les gens qui viennent me voir ne se projettent pas à très 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 long terme. Et puis après il faut être réaliste aussi. Enfin, les gens viennent chez nous pour une durée qui est en général d'à peu près 4 ans, 4-5 ans. Donc d'un point de vue purement statistique, avoir un engagement sur un terme qui n'est pas plus long semble assez naturel. Les carrières chez EY sont des parcours. C'est vrai, ce sont des parcours qui sont, par rapport à beaucoup d'entreprises, c'est vrai, où on peut rentrer un peu comme dans les ordres pour une durée assez longue. Enfin, c'est peut-être le modèle d'il y a quelques années, mais ça existe encore. C'est vrai que chez EY, et ça a toujours été le cas, le parcours a toujours été relativement court. Donc c'est quelque chose qu'on assume tout à fait bien. On essaie de le rendre le plus riche possible, d'apporter le plus possible à ces jeunes. Et ils nous apportent aussi énormément en participant à nos équipes. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'on imprègne de manière extrêmement forte tous ces jeunes qui nous ont rejoints. On a une communauté d'alumni qui est extrêmement puissante, vraiment, qu'on anime de manière très forte et qui reste toujours extrêmement un peu nostalgique quelque part de ces moments chez EY, et qui a conscience que quelque part, après l'école, après ce parcours académique d'excellence, EY, ça a été un peu le tremplin pour leur carrière par la suite, même s'ils ont mis un terme à cette expérience EY. Et donc encore une fois,
le fait que les parcours soient pas extrêmement longs, c'est pas du tout un hiatus pour nous, c'est quelque chose d'assez naturel, même si on aimerait bien souvent que les uns et les autres prolongent un tout petit peu plus l'expérience chez nous. Je crois qu'on arrive au bout du temps qui nous était imparti. Merci. Et donc, je voulais signaler qu'il y a d'autres collaborateurs d'EY qui nous ont rejoints pour cette conférence. Et si vous avez des questions à leur poser, vous pouvez le faire. Merci.